Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues et les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leurs rapports sensibles au site de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Élise et moi-même, Sylvain, qui composons l'équipe communication du musée, nous accueillons Thibaut Icarius. Venant également du monde de la communication, passionné d'histoire, Thibaut a rapidement bifurqué sur la médiation et la gestion de projets culturels avant de créer en 2019 sa chaîne YouTube intitulée Histoire appliquée. Entre expérimentation, démystification et médiation, les vidéos de Thibaut ont un objectif, rendre l'histoire vivante. Avec près de 150 000 abonnés à sa chaîne, on peut dire qu'il a conquis son public. Mais Thibaut connaît aussi très bien le site de Gergovie, qu'il a arpenté en tenue gauloise avec sa troupe de reconstitution. Dans ce nouveau numéro de Gergovie 360, nous continuons de découvrir toute la variété des passionnés de Gergovie en échangeant avec l'un des créateurs de contenus historiques les plus appréciés de l'Hexagone. Avec Thibaut, nous nous demanderons notamment comment les plateformes et les réseaux sociaux font évoluer la médiation culturelle, comment cela permet de rendre l'histoire gauloise plus attractive et comment transmettre des connaissances sur des événements historiques comme la bataille de Gergovie sur un média adepte de controverses. Alors bonjour Thibaut. Bonjour. On va commencer par une question qu'on aime bien ici sur Gergovie 360, c'est qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour toi et quel est le lien qui t'unit à Gergovie ? Alors c'est une question qui est très très vaste parce qu'il y a beaucoup de facettes de la réponse. Déjà, qu'est-ce que t'évoques Gergovie ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce que voilà. Moi, je me suis intéressé aux Gaulois un petit peu par hasard quand j'étais jeune adulte, à la suite de quelques amis qui m'ont intéressé à ça. Et très rapidement, on s'est retrouvé sur le site de Gergovie à faire de la reconstitution historique. Donc ça a été le lien très fort entre l'histoire d'un site qui est déjà connu de base, un peu comme Alésia, Gergovie. C'est deux noms qui sont assez évidents dans l'épopée de Vercingétorix. Et c'est vrai que se retrouver directement sur le site à vivre de la reconstitution, tout de suite, ça fait des images assez immédiates qui sont restées jusqu'à présent. Et je pense que ça fait au moins 10 ans. Et plus globalement, comment est née ta passion pour l'histoire ? En fait, elle est pas. Il y a des gens qui sont capables de dire genre, oh, un jour j'ai fait cette découverte-là et cette passion est née. Moi, je suis né et la passion pour l'histoire est née en même temps. D'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire que j'avais même pas 10 ans. J'étais déjà passionné d'histoire, je m'intéressais déjà à l'histoire, je lisais déjà des livres pour enfants, mais qui parlaient d'histoire. En fait, j'ai pas de récit fondateur de voilà, un jour j'ai rencontré quelqu'un qui pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé l'histoire, donc il y a pas de comment est née ma passion pour l'histoire, elle a toujours été là. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier et comment le définis-tu finalement ? Donc on a tendance à dire créateur de contenu, ça peut être médiateur, spécialiste de l'histoire. Alors moi je parle de médiateur parce que effectivement on parle souvent de youtubeurs ou de choses comme ça. YouTube c'est un outil, comme Twitch est un outil, comme Twitter, comme voilà, les réseaux sociaux sont des outils. Partant de là, quelqu'un qui utilise une pelle, on va pas l'appeler un pelleteur, on va lui donner un autre nom selon son métier. Et donc mon métier c'est d'être médiateur culturel. Et ça c'est venu effectivement plus tard. Il y avait la passion de l'histoire qui d'abord par nature en France s'est mise un petit peu sur le côté recherche. Et puis, en fait, je suis arrivé à l'université très tôt, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, j'étais pas assez mature pour savoir ce que je voulais faire, étudier tout seul, parce que je voulais déjà discuter avec mes profs, qui est compliqué quand on est en première année de licence. Et donc, je me suis un petit peu mis ça de côté, je savais pas tellement où aller. Et un jour, je me suis dit, mais la meilleure manière, finalement, de faire de l'histoire, c'est d'en parler et convaincre plus de monde de faire de l'histoire. Et c'est comme ça qu'est née mon envie de faire à la fois de la communication et de la médiation de la culture, qui, à mon avis, sont intimement liées. Et même si YouTube n'est qu'un outil, qu'est-ce qui explique, selon toi, que les chaînes YouTube dédiées à l'histoire connaissent un tel succès ? Ça, c'est une réponse facile. En fait, il se trouve qu'en France, il faut savoir que par rapport au monde, en France, on est le pays donc au monde à avoir le plus de chaînes de vulgarisation et de médiation. En termes de pourcentage, on est le pays qui a le plus de vulgarisation et de médiation sur Internet, ce qui est très très cool. Et les chaînes d'histoire sont souvent les premières. Alors évidemment, on peut dire que sur l'histoire en particulier, c'est lié à l'histoire de France, au fait qu'on vive en fait en permanence dans l'histoire en France. Mais le fait que ce soit de la vulgarisation, je suis absolument et intimement persuadé que ça vient de C'est pas sorcier. Parce que la plupart des gens qui font de la vulgarisation aujourd'hui sur Internet,
et notamment sur YouTube, sur Twitch, etc., ont tous et toutes été marqués par C'est pas sorcier, ont tous et toutes vu C'est pas sorcier quand ils étaient enfants, ados, etc. Et en fait, il se peut, et moi j'en suis persuadé, qu'il y ait une ascendance très, très, très nette et très directe. On peut remercier Jamy, du coup. On peut tout à fait remercier Jamy, qui est très sympa. Quels sont les points communs des vidéos qui fonctionnent le mieux selon toi et sur ta chaîne en particulier? Est-ce que les vidéos sur les Gaulois notamment font partie des vidéos les plus attendues ou est-ce que c'est d'autres thématiques qui vont pouvoir attirer au niveau historique? Ça dépend lesquels. En fait, le truc, c'est que sur YouTube, on est beaucoup contraint par l'algorithme, qui parfois nous a à la bonne et parfois pas du tout. Donc, une même vidéo qui sort au moment où l'algo nous a à la bonne, elle va beaucoup fonctionner, et à un autre moment, elle fonctionnera très peu. Après, on sait qu'il y en a qui fonctionnent presque par nature, mais rien n'est sûr. Malheureusement, c'est une porte d'entrée comme une autre, mais c'est celle sur l'armement. Donc c'est quelque chose que j'ai pu beaucoup remarquer. Celle sur l'armement fonctionne beaucoup mieux. Je suis très connu pour faire de l'histoire militaire, alors que paradoxalement, ça ne représente qu'un tiers de ce que je sors. Donc bon, il y a un vrai truc là-dessus. Celle sur la culture pop fonctionne très bien aussi. Quand on se lie à des films ou des séries ou des jeux vidéo, généralement, ça fonctionne pas trop mal. Sur les Gaulois en particulier, ça dépend. Là encore, ça va beaucoup dépendre de l'algo. J'en ai qui ont très très bien fonctionné, d'autres un peu moins. Ça dépend de ce qu'on va aborder comme sujet. Si on aborde un sujet qui de base parle à tout le monde et a un côté un peu facile, genre l'armement gaulois, on sait que ça va plutôt très bien fonctionner. Si on fait des sujets un peu plus pointus, où on va faire une vraie réflexion et tout, on va avoir un peu moins de monde. Et c'est un peu ce que j'essaye de changer en ce moment, c'est de trouver une nouvelle manière de parler des musées, des sites historiques, des sujets peut-être un peu plus difficile d'accès, en tout cas dans les esprits, pour que les gens se disent en fait c'est facile d'accès. Mais parce que de prime abord, dire une bêtise, mais se dire waouh, cet armement gaulois improbable que vous ne connaissez pas, les gens vont cliquer facilement. Dire le musée de Gergovie est incroyable, les gens vont pas cliquer parce que le côté musée, hop, ça. Et moi, je travaille beaucoup sur cette idée en ce moment d'essayer de changer cet état d'esprit pour que les gens se disent d'habitude, je suis pas musée, mais puisque lui nous en parle et la manière dont il va nous en parler, ça va être bien. Mais c'est pas facile. Parce qu'il y a vraiment des décennies de gens qui pensent que le musée, c'est pas pour eux et que c'est ennuyeux. Il faut arriver à passer par-dessus ça. D'accord. Et quel angle, justement, tu vas prendre pour arriver à amener les publics à s'intéresser à ça? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ou ça dépend vraiment du sujet et du musée en lui-même? C'est du test. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Là, j'en ai testé un premier à Lillebonne, au théâtre de Lillebonne en Normandie, où j'ai essayé de raconter les choses de manière un peu plus détendue, en faisant des blagues, en étant moins dans le côté podcast, justement, dans le côté oui, en fait, l'histoire, c'est quelque chose de comme ça qui va nous faire réfléchir. Bon, j'essaie de changer ça parce que justement, c'est ce que font déjà les musées, c'est ce que font déjà les expos. Et je me suis dit que ça servait à rien que je fasse la même chose. C'est chouette, moi, ça me fait plaisir de faire du documentaire, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc j'essaye ça. Là, j'en essaye. Jeudi sort une nouvelle vidéo sur la guerre du désert qui a été faite avec le musée de la Libération, où là, on est dans le personnage qui a peut-être un peu trop bu et qui raconte une histoire à son pote dans le musée. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vais faire plein d'essais comme ça pour voir un petit peu quelle voie il est possible de trouver pour parler des musées, des sites historiques de manière un peu différente et qui puisse attirer des publics plus larges, des publics qui se disent d'ordinaire le musée c'est pas pour moi. Et du coup, tu vas essayer sur des musées un peu plus spécifiques, un peu moins grand public ou... Ça dépend. En fait, et ça va être terrible ce que je vais dire, mais j'ai peur que la plupart des musées ne soient pas grand public à l'heure actuelle. Tant qu'il y aura des gens qui se diront le musée c'est pas pour moi, c'est trop sérieux, ça me concerne pas, c'est trop ennuyeux, les musées seront pas assez grand public. Et la question de savoir si c'est leur rôle est encore un autre débat. Mais en l'occurrence, moi je pense que n'importe quel musée, n'importe quel sujet peut être accessible à tout le monde. Il faut juste trouver le moyen, trouver l'espèce de lien pour que ce soit accessible. Donc en fait, je vais à la fois m'intéresser à des musées qui vont être des musées, par exemple là, sur les 3 sur lesquels je teste ça, il y a un musée parisien, un site historique qui se trouve au fin fond de la Normandie, qui est passionnant, mais qui est extrêmement peu connu. Et le 3e, c'est un musée, c'est un site historique, c'était d'Elle de Doulan, du côté d'Amiens, où là, je l'ai tourné un peu en mode vlog au téléphone, et je montre aux gens directement avec mon doigt des trucs. Et j'essaye de trouver d'autres manières de parler de ça, et c'est... Que ce soit le plus petit musée jusqu'au plus grand, du plus connu jusqu'au plus petit, il y a moyen de trouver quelque chose pour parler différemment de ça.
Je reviens juste sur un terme un petit peu technique, puisque tu as parlé d'algorithme. Est-ce que tu peux définir en quelques secondes ce qu'est un algorithme et comment ça va influencer sur la visibilité des différentes vidéos pour ceux qui ne sont pas des experts youtubeurs? Alors en fait, l'algorithme, c'est ce qui régit un petit peu beaucoup de choses dans lesquelles on vit, enfin dans lesquelles on vit sur Internet du moins, et notamment les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo est mise en avant plutôt qu'une autre, puisqu'évidemment, c'est pas égal tout ça. Donc il y a tout un tas de critères qui peuvent varier, qui peuvent changer, qu'on ne connaît pas forcément, et qui sont automatisés. Donc par exemple, il y a plein de légendes qui tournent là-dessus, sur est-ce que c'est le nombre de personnes qui vont voir la vidéo dans les 3 premières heures, est-ce que c'est le nombre de commentaires, est-ce que c'est ça? Et en fonction, YouTube décide ou non de mettre la vidéo plus ou moins en avant. Et on sait qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on fait, si une vidéo fait des bons résultats, elle ne fait pas des bons résultats avec nos abonnés, elle fait des bons résultats avec YouTube décide de montrer la vidéo à des gens qui ne nous connaissent pas. Donc fatalement, cet algorithme, s'il varie et si ces critères varient, on est un peu dépendant de ça, puisque, comme je le disais, ce n'est pas les gens qui sont abonnés à nous qui vont spécifiquement venir voir, c'est ceux surtout qui ne sont pas abonnés qui vont faire le plus de chiffres. D'accord. Et est-ce que c'est pas finalement un petit peu frustrant que l'algorithme prête plus le pouvoir sur le contenu parfois? Ah bah si, ça fait partie des grandes discussions qu'on a, c'est à quel point est-ce que aujourd'hui les recettes pour faire fonctionner un truc à 100%, on le sait, on les connaît. Le problème, c'est est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce qu'on a envie que YouTube ressemble à ça? Est-ce qu'en médiation, vulgarisation, on a envie aussi de s'adapter à ce truc-là qui souvent est très lié à du divertissement et du divertissement qui manque peut-être un peu de profondeur? Il y a plein de questionnements qui se posent et l'objectif de la médiation, vulgarisation, c'est de trouver une espèce d'angle entre les deux. C'est-à-dire à la fois entre un public de niche où on ne ferait que de la vulgarisation médiation très sérieuse et à la fois du très grand public où on ne ferait que du divertissement. Il faut trouver une espèce de voie entre les deux qui soit à la fois du divertissement mais du divertissement intelligent pour arriver à la fois à flatter l'algo et aller chercher des nouvelles personnes, mais aussi à rester fidèle au principe de la médiation et d'être un peu sérieux sur ce qu'on me raconte, quoi. Du coup, on parlait tout à l'heure des sujets qui peuvent être un peu faciles pour YouTube, pour plaire à l'algorithme, etc. Et on sait qu'il y a des sujets historiques qui peuvent être polémiques. Comment modères-tu les réactions générées par tes vidéos? Et est-ce que tu t'auto-censures sur certains sujets? Moi, je m'auto-censure pas forcément. En revanche, je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je vais être plus prudent. Typiquement, quand on commence à parler de nazisme, par exemple, il faut arrêter de faire des blagues. Je pense que c'est important. Il y a des sujets sur lesquels il y a toujours une manière de le présenter qui doit être un peu... faut faire attention à ce qu'on dit, c'est important. Donc c'est pas de l'autocensure, c'est juste qu'on va être sérieux dans ce qu'on veut faire. Il y a des trucs sur lesquels on peut blaguer, c'est pas très gênant. Je veux dire, on peut faire des blagues sans fin sur Vercingétorix, en règle générale, ça gênera personne. Sur Hitler, par contre, tout de suite, ça va me passer un peu moins bien. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un rôle de médiation aussi. Et après, sur tout ce qui est modération, c'est vrai que c'est un sujet très important puisque tout le monde se permet... Enfin, il y a beaucoup de gens qui se permettent tout sur les réseaux sociaux, dont sur YouTube et dans les commentaires. Jusqu'à cette année, j'étais seul à travailler à faire ça. Et maintenant, j'ai un modérateur qui m'aide sur les vidéos. En l'occurrence, on a une série de règles de modération qui sont assez simples. En règle générale, on va par exemple enlever tout ce qui est insulte. Enfin, les commentaires avec des insultes, on les supprime automatiquement. Ceux avec des accusations un peu foireuses, on les supprime automatiquement. Quand c'est des commentaires aussi qui vont insulter ou attaquer des collègues, on enlève automatiquement. On a toute une série de règles comme ça qui sont des règles de bon sens, hein. On n'enlève pas tout et n'importe quoi, on enlève juste les choses qui sont généralement qu'on estime inacceptables ou qui sont de l'ordre de la théorie du complot. Après, c'est vrai que quand on fait des vidéos sur la localisation d'Alésia, 1/3, voire 2/3 des messages, ce sont des messages de théorie du complot. Mais voilà, on prend le temps d'expliquer. À partir du moment où où je fais un sujet où je sais que c'est un peu polémique, ça veut dire aussi que moi, derrière, je suis prêt à répondre aux gens qui posent des questions, mais qui posent des questions un peu de la bonne manière, entre guillemets, c'est-à-dire polie, qui se posent réellement des questions ou qui ont entendu d'autres sons de cloche et qui trouvent ça étrange qu'on en ait d'autres, etc. Après, j'ai des collègues qui n'enlèvent aucun commentaire, parce qu'ils estiment que c'est là. Moi, j'ai envie de me dire que les commentaires augmentent la visibilité. Pour autant, j'ai envie de me dire que si des gens vont lire mes commentaires, ils y liront pas des horreurs. C'est un principe, quoi. Et parmi les vidéos que tu as réalisées, tu as fait pas mal d'expérimentations. Laquelle a été la plus folle? Alors moi, j'ai tendance à dire aucune, parce que pour moi, c'est pas fou, c'est rigolo, mais c'est pas fou. Je crois que le plus rigolo qui a beaucoup marqué les gens, c'est quand j'ai été nager en côte de maille, avec différents modèles de côte de maille pour montrer aux gens à quel point c'est possible ou pas. Puisqu'on a plusieurs exemples dans l'histoire de gens qui ont essayé
qui normalement portent des cottes de mailles et qui ont essayé de traverser avec plus ou moins de succès des fleuves ou des rivières. Donc le but du jeu, c'était de montrer si c'est possible ou pas. Et c'est vrai que ça là a beaucoup fonctionné et c'est un peu improbable. Enfin, je veux dire, c'était aussi improbable pour la gendarmerie fluviale qui est passée à ce moment-là, qui a regardé. Et on le voit sur la vidéo. On les voit sur la vidéo. Ils regardent comme ça et puis ils s'en vont. Et je me suis demandé, ça fait longtemps que je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont vu un gars en tenue gauloise ou en tenue 12e siècle complète nager dans la Seine. Et ils sont arrivés, ils ont regardé et ils sont repartis. Et il y a eu aucune question, rien. Genre, tout est OK, un joueur ordinaire, on va rentrer. Quel est l'objet gaulois qui t'a le plus impressionné par sa technicité ou par d'autres aspects ? C'est compliqué parce que ça dépend pourquoi. Il y en a plein. Dans le sens où je commence à en avoir vu un certain nombre quand même. Et moi, je suis toujours étonné, par exemple, pour rester dans quelque chose de très auvergnat, la poterie, la céramique, qui est emblématique évidemment de la région. Et je la trouve incroyable. La céramique du 1er avant, avec ces décors blancs et noirs, sont superbes. J'aime vraiment beaucoup. À côté de ça, les épées gauloises qui sont au musée Carnavalet à Paris sont incroyable de finesse. On n'imagine pas du tout les épées gauloises comme ça, alors qu'il y en avait beaucoup de différentes, et notamment des très très fines et des très longues. Et à Carnavalet, ils en ont une paire absolument magnifique. Tout ce qui est bijoux en verre, c'est quand même je prépare un sujet là-dessus. Tout ce qui est bijoux en verre, c'est quand même on imagine si peu ça chez les peuples anciens, vraiment. Et quand on voit le visuel que ça donne, les couleurs, les choses, je trouve ça fantastique. À côté de ça, si on regarde tout ce qui est bijoux en or, tel qu'on peut en voir dans les vitrines, par exemple, du musée Saint-Raymond à Toulouse, alors ça impose un peu le respect. Il y a un truc qui... Et dans tous les points d'artisanat gaulois, on trouve des choses absolument incroyables. Et d'ailleurs, on a les sources très claires de l'époque qui disent que les Gaulois sont des artisans absolument fantastiques. Et aujourd'hui, l'archéologie nous a livré suffisamment de pièces pour qu'on se dise... Ouais, non, mais oui, si, ils étaient très forts, les gars, il n'y a pas de problème. Et vraiment, moi, je suis toujours très impressionné par... c'est difficile de choisir un objet, il y en a tellement que je trouve vraiment magnifique que c'est difficile de choisir. Et parmi les objets du musée de Gergovie, si on revient un peu en Auvergne ou sur les différents lieux du plateau de Gergovie, quel objet serait le plus symbolique pour toi ? Alors, le plus symbolique, c'est compliqué. On a déjà parlé des vases, donc on va mettre les vases de côté, parce qu'évidemment, c'est difficile de pas en faire quelque chose de symbolique. Moi, j'avoue que la cotte de maille est très marquante, parce que c'est vrai que ça permet de voir directement ce que c'était. C'est quelque chose quand même qui a été inventé par les Celtes, qui était beaucoup porté par les Gaulois, qui est une armure assez emblématique de la période, qui reste l'armure quasiment la plus utilisée après le tissu dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est quand même chouette d'en avoir une. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, quoi. Il y a quelques mois, tu as publié une vidéo sur le vrai visage de Vercingétorix, qu'on connaît bien. Que peut-on y apprendre dans cette vidéo spécifiquement ? Il y a une deuxième partie que je dois faire à un moment, mais qui nécessite justement beaucoup de travail d'expérimentation. Donc, j'ai pas encore eu le temps de la faire. En fait, il y a quand on a discuté de ce projet, on est très vite tombé d'accord sur quelque chose, c'est qu'au final, et je crois que c'était d'ailleurs la thématique le sous-titre de l'exposition que vous aviez faite sur Vercingétorix, c'est un héros sans visage. Et c'est un petit peu ça, à la fois ce jeu de mots sans pas et sans le chiffre, c'est vraiment ça en fait. Vercingétorix, tout le monde connaît Vercingétorix ou presque en France. Il y a une espèce de truc, c'est un des personnages historiques probablement les plus connus en France du moins. Et pour autant, son visage, sa réalité nous échappe beaucoup. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il était très romanisé, parce que les sources tendent quand même à aller dans ce sens-là, alors que c'est une image qui, pour le moment, est très peu répandue. Donc j'avais envie de travailler sur cette idée-là, sur cette idée de « Ok, qu'est-ce qu'on sait vraiment de Vercingétorix ?» Première partie. Et deuxième partie, en fait, il était peut-être plus romain que gaulois, en tout cas culturellement parlant. Et ça dit beaucoup de choses sur les sociétés gauloises de cette époque, sur le symbole aussi que ça pouvait représenter, d'avoir un Gaulois extrêmement romanisé à la tête d'une rébellion gauloise. Il y a ça représente tellement de choses imbriquées, à la fois pour Rome, pour les Gaulois, pour les rapports entre les deux, pour les sociétés, etc. Donc, même c'est ça que je trouve fascinant, c'est que ce personnage qui est emblématique, même en le changeant complètement pour retrouver sa réalité, il restera emblématique, puisqu'il reste, ce qui semble être sa vérité est quand même un symbole qui est très très fort.
Tu parlais tout à l'heure aussi de ton autre passion pour le cinéma et les films historiques. Est-ce que tu aurais un film ou une série à nous conseiller, toujours sur l'époque gauloise ? Non. Dommage. Non, mais blague à part, il n'y en a pas, en fait. Après, ça dépend si on parle de choses grand public ou pas. Mais dans l'absolu, des choses vraiment grand public avec une grosse distribution, il n'y en a pas eu. Et c'est ça qui est assez perturbant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraies propositions sur la période de la guerre des Gaules. Il y a Vercingétorix, évidemment, avec Christophe Lambert, qu'on connaît tous. Mais disons qu'il faudrait qu'on ait quelque chose de... Tu adores, d'ailleurs. Oui, j'adore. Je l'ai vu plusieurs fois, vraiment, c'est mon film. Non, mais faudrait... Il n'y a pas de proposition correcte. Ce qui est dommage à une période où, effectivement, l'histoire est quand même très, très à la mode dans les films, les séries, les jeux vidéo, etc., dans la culture populaire, dans son ensemble. Mais je pense que, justement, c'est un des problèmes. Le film Vercingétorix a tellement créé un précédent désastreux que personne ne veut mettre le pied dedans. Ce qui est dommage parce qu'en France, on a la chance de maintenant très bien connaître cette période, de très bien connaître les visuels, savoir à quoi ça ressemble. Et en plus de ça, c'est du matériel qui coûte pas très cher, donc facile pour équiper je ne sais combien de figurants, etc. On a des spécialistes à la fois en combat, en histoire, en reconstitution, tout ça, excellents, qui ont travaillé sur la période, qui sont parmi les meilleurs en Europe en reconstitution, toutes périodes confondues, qui seraient en capacité de faire des conseils historiques de très grande qualité pour avoir quelque chose de vraiment bon. Et évidemment, on a une culture du cinéma, on a une force du cinéma professionnel en France qui est quand même très notable et qu'il faut conserver, qu'il faut entretenir. On a tous les ingrédients pour faire un film absolument excellent, une série absolument excellente, mais il faut que quelqu'un qui ait le pouvoir de le faire s'y colle. Et décide de bien mettre tous les ingrédients dedans et pas de prendre des ingrédients au pif qui n'ont rien à voir, évidemment. Un appel à tous les réalisateurs de France, du coup, pour réaliser un bon film. Et il y en a. Donc, merci Thibaut, Icarius, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, exceptionnellement délocalisé à Paris. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce numéro avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre série. Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.